Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la première séance de ce cycle conférence-débat visant à mieux comprendre comment et pourquoi on assiste parfois à des vagues de solidarité, soit des moments ou à des endroits très divers du globe, mais de manière presque simultanée, le souci pour autrui se profile comme un enjeu politique majeur. À cet effet, dans le cadre du projet du Fonds national suisse de la recherche scientifique, Solidarité plurielle, la docteure Renata Latala, Noémie Lakatos, Hussein Delidogan et moi-même avons décidé de tester un nouveau format de communication, soit une courte conférence durant laquelle une historienne ou un historien expose les hypothèses que lui inspire cette vaste question. Le public, réuni par la magie de Zoom, a ensuite environ une demi-heure pour débattre des idées ainsi présentées. Aujourd'hui, nous avons la très grande chance de pouvoir compter sur la participation de Clément Thibault. Clément Thibault est directeur d'études à l'EHESS, directeur de Mondes américains. Il est titulaire de la chaire Politique et société de l'Amérique latine, un tiers moment républicain entre empire et nation, 1750-1900. Il a contribué à la création du Centre d'études en histoire de l'Universidad Externado de Colombia en Colombie. Il participe également au groupe Iberoconceptos, réseau international de chercheurs qui se consacre à l'histoire intellectuelle du monde ibérique. Il est membre du conseil d'administration de la Société d'histoire de la Révolution de 1848 et il a publié, entre autres, avec la collaboration de Quentin Deluermoz Emmanuel et Emmanuel Furet, Les mondes de 1848, au-delà du printemps des peuples. Grâce à lui, nous allons tenter de saisir ce qui se joue en 1848, avec une intervention intitulée Une histoire globale des révolutions de 1848, défis, enjeux, limites. Clément, je vous remercie infiniment et je vous laisse la parole. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette généreuse présentation et pour votre invitation surtout, qui me donne l'occasion de réfléchir à cette question de la solidarité, à la question aussi des vagues révolutionnaires qui sont plutôt ma spécialité. Et donc, j'espère que ma présentation ne sera pas décevante du fait de ma spécialité qui est d'être plutôt latino-américaniste et moins un spécialiste de 48, même si effectivement j'ai coédité ce livre avec Quentin Deliermoz et Emmanuel Furex, que plutôt du début du 19e siècle et notamment des indépendances hispano-américaines, où se notent d'ailleurs des mouvements et des vagues de solidarité. Donc j'ai eu grand plaisir à réfléchir à cette question et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je démarre tout de suite mon PowerPoint par, pour commencer un petit peu de publicité, c'est-à-dire la publication donc d'une série d'ouvrages qui portent plutôt sur la question révolutionnaire et qui pose en filigrane, celle des solidarités. Vous avez une présentation qui est à Paris, alors c'est un peu loin de Genève, mais je vous la signale quand même, autour de 5 ouvrages qui ont été, publiés: Les mondes de 48, l'Amérique latine embrasée, une et surtout peut-être une histoire globale des révolutions, qui a le mérite justement de décentrer le regard des 3 grandes révolutions traditionnelles, la française, la russe et la chinoise, pour aborder, un certain nombre, on va dire, d'expériences révolutionnaires, réussies ou qui ne sont qui n'ont pas prospéré, des devenirs révolutionnaires dans d'autres parties du monde en décentrant, le regard de l'Occident. Donc je vous le signale parce que, j'ai publié, dans cet ouvrage, le chapitre sur les révolutions impériales et vous allez voir que, mon propos est un petit peu inspiré de cette réflexion que j'ai menée dans ce cadre-là. Alors, de façon un petit peu didactique et scolaire, vous m'en excuserez, mais bon, par Zoom, c'est toujours mieux, je pense. Je voudrais poser 2 questions que m'inspirent les vagues révolutionnaires, les vagues de solidarité. Comment, penser une vague révolutionnaire tout d'abord? Avec une première remarque, c'est-à-dire, qu'on fait souvent, par exemple, à ceux qui font de l'analyse des réseaux aussi, c'est le caractère insatisfaisant des métaphores qui peuvent pas tenir lieu de concepts, historiques ou historiographiques et qu'on utilise pourtant souvent, et de façon quasiment irrépressible, moi le premier, sur les vagues, les échos, les résonances, les réverbérations, les reflets, les diffractions. Et qui, d'une certaine façon, sont intéressantes parce qu'elles posent le problème justement de ce qui va relier 2, 3, 4.
mouvements révolutionnaires entre eux et des vagues de solidarité lointaines entre elles. Donc c'est un petit peu le cœur de ma proposition, d'essayer de réfléchir de façon non métaphorique à la façon de penser des vagues révolutionnaires, des vagues de solidarité. D'autant plus que souvent dans l'emploi qu'on a de cette notion de vague ou d'écho ou de résonance, qu'on fait aussi dans les mondes de 48, hein, je vous le signale, donc c'est pas du tout une critique, se cache un modèle centre-périphérie, souvent centré sur l'Europe ou l'Occident, ou ce qu'on appelle dans l'historiographie américaniste les eurodescendants, enfin les blancs, pour le dire très rapidement, avec un phénomène de diffusion depuis ce centre vers des périphéries qui seraient informées par, je dirais, le pôle actif de l'histoire révolutionnaire. Et puis le deuxième point qui m'intéressait, même si je ne suis pas un spécialiste de la notion de solidarité, donc je compte sur vous pour me remettre à niveau sur cette question-là, même si je trouve que c'est une très très bonne, un très beau défi, l'intrication entre révolution et solidarité, d'autant plus que ça marche assez bien en y réfléchissant. J'ai vu que ça fonctionnait parfaitement. Alors la proposition que je vous ferai et qui est liée à un travail que j'avais fait sur les républicanismes atlantiques, parce que je travaille sur l'Amérique latine certes, mais aussi dans un cadre plus large que le monde ibérique et ibéro-américain. J'ai notamment beaucoup travaillé sur la question du premier républicanisme hispano-américain qui surgit en 1811, donc au début du 19e siècle. Et on peut dire qu'il y a 3 façons d'envisager justement, une histoire révolutionnaire à petite échelle géographique. Alors, disons que la réflexion pour, les indépendances ibéro-américaines, elle est vraiment intéressante et importante, de ce point de vue-là, c'est-à-dire la réflexion à petite échelle géographique ou à échelle ample. Pourquoi? Parce qu'elles s'inscrivent dans un cycle ou une séquence des révolutions atlantiques qui commence avec la Révolution américaine, se poursuit avec la Révolution française et ses conséquences caribéennes, et se poursuivent ensuite vers l'Amérique espagnole et l'Amérique portugaise, le Brésil. Donc évidemment, c'est une invitation évidente à essayer de réfléchir à l'articulation de ces vagues révolutionnaires, parce que ces dernières révolutions du début du 19e siècle en Amérique ibérique retiennent, reprennent ou pas des précédentes vagues révolutionnaires. Donc vous avez la comparaison, évidemment, qui est la méthode la plus ancienne. Vous avez ce texte célèbre de Marc Bloch sur la comparaison qui est très souvent cité, la comparaison du lointain, comparaison entre des espaces éloignés de nations différentes, qu'il trouve intéressante mais qu'il ne favorise pas, et puis la comparaison du proche qui a sa préférence. Et dans ce texte qui, je trouve, est intéressant, c'est que dans la comparaison, on dit qu'on peut trouver la cause des choses, des causalités, des principes de causalité qu'on ne verrait pas sans comparaison. Le fait de comparer, justement, permet de dénaturaliser un objet, de s'en éloigner et de réfléchir sur la question des causalités, notamment de la cause des circulations. Donc ça, c'est un premier point. On pourra développer, comme j'ai pas beaucoup de temps, si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez l'histoire des connexions, l'histoire connectée. Et dans mon laboratoire Mondes Américains, il y a eu Serge Gruzinski notamment qui a beaucoup pratiqué cette histoire connectée pour l'histoire de la première mondialisation ibérique au XVIIe siècle, qui a beaucoup été travaillé dans le cadre des révolutions du monde atlantique, notamment aux États-Unis. Donc ces connexions, c'est ce qui donne un peu du concret au terme un peu métaphorique de vague, c'est ce qui permet de relier des espaces éloignés, c'est ce qui permet aussi de relier, pardon, des événements qui sont éventuellement éloignés dans le temps et aussi éloignés dans l'espace. Vous avez des biographies transnationales, ça a été un petit peu le début. Vous avez des personnages, voilà, qui articulent les révolutions et qui sont aussi des personnages qui montrent de la solidarité d'une certaine façon parce qu'ils vont s'engager dans différents théâtres d'opération. Pour ce qui m'occupe, Francisco de Miranda, le Vénézuélien, qui a fait la guerre d'Amérique, la guerre d'indépendance américaine dans les rangs de l'armée espagnole. Il est devenu général de l'armée française, commandant l'armée du Nord sous Dumouriez, pardon. Il a eu des problèmes sous la terreur et ensuite il s'est investi dans l'indépendance de son pays au Venezuela en 1811-1812 en devenant généralissime
du Venezuela. Donc, vous voyez une trajectoire sur 30 ans où il va articuler ce personnage. Il y en a d'autres, Thomas Paine, évidemment, qui est très souvent cité. Vous avez toute une historiographie très développée aujourd'hui autour des exils politiques également. Alors la figure, évidemment, pour nous, c'est Garibaldi. Donc Garibaldi qui va s'investir dans beaucoup de révolutions et en Amérique latine, notamment la guerre, la création d'une république dans le Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, et dans les guerres civiles à Montevideo, en Uruguay, et puis évidemment toute son action au service de l'unification italienne. Le volontariat militaire, les formes d'associationnisme aussi transnational. Pour le début du 19e siècle, vous avez beaucoup les loges maçonniques, notamment, mais pas seulement. Pour revenir vers les Italiens, les mouvements de Giovanni Italia, vous avez un réseau transnational très important de solidarité et d'ancrage, notamment à New York, à la Nouvelle-Orléans, à Montevideo. Et ça relie. Donc je n'insiste pas. Et puis dans les connexions, évidemment, vous avez la question des objets politiques qui connaît des développements aujourd'hui assez importants. Et ça pose une question qui est très concrète et intéressante, la question des infrastructures matérielles des circulations. C'est comment les gens circulent. Et ça pose la question notamment, avant les câbles transocéaniques des années 1860-70, comment l'information parvient, comment elle est digérée par les acteurs éloignés. Je pense par exemple, pour le cas qui m'occupe, c'est celui des indépendances hispano-américaines. L'annonce en 1808 du fait que la péninsule ibérique a été envahie par les armées napoléoniennes. Elle n'est connue à Caracas que 2 ou 3 mois après, 2 mois après en réalité, mais pas par des communications officielles. Ce sont des gazettes qui viennent de la Jamaïque, ce sont des gazettes francophones de Saint-Domingue, ce sont des gazettes américaines, et les acteurs, ils sont obligés de se faire une idée à partir de ces sources d'information. Et dans la construction de la solidarité, évidemment, on va dire ce brouillard de la guerre informationnelle, il est à prendre en compte dans les périodes éloignées. Et puis vous avez une troisième façon de raisonner, c'est la plus ancienne peut-être, la plus traditionnelle, mais qui est importante, qui est la façon contextuelle, c'est-à-dire des phénomènes qui ne sont pas forcément connectés, qu'on ne va pas comparer, mais qui relèvent d'un contexte particulier qui va expliquer voilà, des révolutions, par exemple, qui sont éloignées. Un ouvrage très important qui s'appelait The Age of Democratic Revolutions, justement, montre qu'aussi bien de la Pologne à la Belgique, la France, les États-Unis, vous avez un contexte comparable qui est d'un renforcement régalien du gouvernement et face à lui, la construction d'une opposition par des corps constitués, ça peut être des parlements en France ou des formes représentatives. Et c'est un contexte général qui explique les vagues révolutionnaires des premières révolutions, de l'âge des révolutions de 1770 à 1820. Et ce contexte, évidemment, c'est aussi un raisonnement ou une réflexion sur les causalités qui sont intéressantes. Et puis, vous avez la question des méthodes un peu plus concrètes pour aborder ces objets. Donc, il y a une présentation, une proposition qui est célèbre dans l'histoire atlantique, qui avait été faite par David Armitage, pour savoir comment on devait faire une histoire atlantique. Pas forcément des révolutions, mais voilà, envisager cet espace au-delà des nations et au-delà des empires. Donc, il propose par exemple une histoire cisatlantique, de mettre un point d'observatoire dans un lieu particulier, concret, un port, une province, un lieu, et de regarder les circulations à partir de ce point d'observation. Circum Atlantique, c'est en fait euh, on va dire le raisonnement international. C'est voilà comment les choses circulent, les idées, les personnes circulent entre les nations. Et transatlantique, c'est le transnational, c'est-à-dire un point de vue qui n'est pas référé à l'État ou aux relations internationales, mais plutôt à ce qui se trouve en dessous, en deçà de l'État et des circulations de personnes. Donc s'attacher
aux individus, aux biens, aux idées qui circulent, et non pas à partir d'un ancrage, géographique particulier. Et à partir de là, vous avez un certain nombre de propositions qui ont été faites, qui sont toutes intéressantes. Moi, j'ai pas de religion en la matière, pour, étudier des objets, voilà, ça peut être la solidarité, les révolutions, d'une façon un peu concrète. Vous avez l'approche multisituée là, qui, j'ai l'impression, gagne beaucoup de force. Donc l'idée de repérer des terrains, particuliers qui sont pas forcément très éloignés, et de construire, disons une enquête à partir de ces terrains. Alors je pense, par exemple, à un collègue qui a étudié les miliciens de couleur. Donc il met son point d'observation à, la en Jamaïque, la Martinique, Carthagène des Indes, 3 empires différents. Ça lui permet à la fois de voir des circulations, de voir des connexions, de comparer aussi et de comprendre aussi un contexte qui peut être comparable ou différent. Sinon, vous avez la micro-histoire globale. Bon, j'imagine que ça, c'est pas la peine forcément d'insister là-dessus. C'est pas forcément, ma façon préférée de faire dans la mesure où ça me paraît évident que quand, on raisonne à petite échelle géographique, il est absolument nécessaire de bien connaître un terrain particulier, parce qu'on peut pas être un spécialiste du général en historien. On doit, maîtriser. Il y a une question d'érudition malgré tout, de massifs documentaires qu'on doit connaître. Donc, les grandes synthèses, elles sont forcément collectives à mon avis, sinon c'est pas forcément de quoi on parle ou c'est extrêmement difficile. Mais la micro-histoire globale, ça rejoint le 6 atlantique de Armitage, c'est, s'ancrer dans un terrain et puis voir, ce qui passe, du lointain ou du proche. Mais moi, la façon, je dirais, la plus évidente, peut-être c'est un peu décevant parce que c'est pas très neuf, mais c'est la variation des échelles qui me paraît, la plus importante. Parce que quand on fait de la micro-histoire, on peut négliger l'importance des États, qui sont malgré tout importants, notamment pour la question révolutionnaire, évidemment. Et puis, l'échelle, oui, méso des relations internationales, sont vraiment importantes et il y a des processus, par exemple, je dirais tous les paradigmes intellectuels révolutionnaires ou les paradigmes de la solidarité, tous les ismes, le libéralisme, puis le socialisme, l'anarchisme, le communisme, ça relève pas d'une micro-histoire, ça relève, d'une autre échelle et même si c'est un petit peu abstrait, c'est quand même extrêmement opératoire. Je vois que le temps file, donc je voulais, juste, bon, j'avais un exemple, mais que je ne vais pas développer sur les révoltes des Caraïbes, pour voir comment on peut voir, des contextes, des connexions et des comparaisons. Donc c'est en fait tous les mouvements, révoltes, soulèvements, révolutions qui sont liés, à la Révolution française, mais dans l'espace, caribéen. Heu, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont directement liés à la Révolution française ou à la Révolution de Saint-Domingue, notamment par exemple, le soulèvement ici d'esclaves de Curaçao. Vous avez des révoltes que, on va dire coloniales, qui sont un peu traditionnelles, mais qui se produisent dans un contexte qui a changé, qui est le contexte révolutionnaire et qui prennent un sens un peu différent. Par exemple, la révolte, de, Coro en 1795, de Noirs libres, de quelques esclaves. Vous avez des indigènes aussi, qui a un ton extrêmement traditionnel, mais qui fait vraiment peur aux autorités et qui est réprimé sévèrement parce qu'on est dans un contexte nouveau. Et puis, vous avez, la question, des connexions, ou des comparaisons aussi qui est possible, notamment entre la révolte des marrons en 1795 qui, se trouve en Jamaïque, qui n'a pas forcément un lien immédiat avec ce qui se passe à Saint-Domingue, même si bon, ouais, et d'autres soulèvements de libres de couleur qui se passent à la même époque. Alors, je voulais continuer, je vais essayer de faire 20 minutes et c'est un peu abstrait, mais sur les réfléchir plutôt à la question des solidarités. Il y a différentes notions qui me sont, venues justement pour réfléchir à ces questions. J'en ai déjà parlé pour certaines d'entre elles. Le premier point, c'est la question des identifications. C'est-à-dire pour qu'une vague de solidarité se crée, il faut qu'il y ait quand même un processus identificatoire qui se fasse.
Et ce processus identificatoire, il dépend d'un certain nombre de causes et conditions, à mon sens, notamment au XIXe siècle. Vous avez des conditions matérielles de circulation, dont j'ai déjà parlé, et un des vecteurs précisément de la globalisation et un des vecteurs de la solidarité au loin, c'est, le vecteur impérial pour moi. Alors on pourra en discuter si vous voulez, l'existence des empires. Alors ça nous fait pas sortir du monde occidental, ça peut être une question qu'on peut poser. La construction de paradigmes généraux aussi, qui permettent une traduction des expériences politiques, je parle des solidarités politiques, notamment des solidarités républicaines, des solidarités libérales, des solidarités nationales ou internationales ou transnationales, mais autour du principe de nationalité. Et puis, ces paradigmes au cours du 19e siècle, je pense par exemple à l'idée d'Amérique latine ou de race latino-américaine qui, surgit en 1855 dans la suite des révolutions de 48. Bah, c'est aussi un principe de solidarité entre les peuples dits latino-américains avec une mission. Cette mission, c'est la mission démocratique et fédérative. Voilà, donc ce sont des créations. Et puis évidemment une sphère publique transnationale. Et là, il y aurait beaucoup aussi à discuter, sur sa nature, sur son affirmation, progressive. Je pense qu'au début du 19e siècle, on n'est pas encore tout à fait mûr, même si, vous avez quand même, une floraison de journaux, notamment en Amérique, hispanique, ce qui n'était pas le cas à l'époque coloniale. On reprend énormément de nouvelles et où cette question de l'identification à des situations lointaines peut se produire et ça pose la question des médiateurs, des infrastructures et des temporalités, des synchronisations et des désynchronisations. Après, vous avez la question des traductions, notamment autour des nouveaux langages politiques, donc enfin, il y a un clin d'œil à Koselleck. Vous avez un certain nombre de grands concepts clés, évidemment, au cours de cette période, comme celui de souveraineté populaire, comme celui de nation, comme celui de citoyenneté, évidemment, qui va faire l'objet d'appropriations, différentes suivant les différents espaces. Et donc c'est vraiment intéressant à la fois de voir la circulation de ces mots, mais bah, évidemment leur appropriation et leur sens local qui peut différer, énormément et puis, qui peut créer des malentendus, voire des refus. Voilà, l'engagement solidaire, parfois peut être, basé sur des malentendus, ou, bon voilà, on peut peut-être, en tout cas la question du malentendu est très importante. Il ne faut pas oublier les refus, mais les malentendus, heu, par exemple, je dirais pour le cas latino-américain, vous avez, une sorte de, refus, complet, de la Révolution française dans sa dimension violente, notamment Robespierre, Marie-Antoinette, la guillotine, les foules révolutionnaires et cetera. Mais vous avez une appropriation d'un certain nombre de constitutions, notamment la constitution du Directoire, celle de l'an 3, mais qui sont complètement fédéralisées. C'est un peu un contresens par rapport à mais c'est possible, donc ils le font. Et donc vous avez oui, une traduction, c'est pas forcément un malentendu, mais c'est, on va dire, quasiment une cannibalisation ou une appropriation très, très forte et un changement de sens. Et puis des différentes formes d'expression qu'on va retrouver, au loin. Alors la chronologie, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais, on pourra y revenir. J'avais 3 exemples à développer, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais, le premier exemple, c'est, les guerres d'indépendance en Amérique bolivarienne, qui montrent, que se met en place, dès cette période qui va de 1810 à 1825, des formes de solidarité qui sont ambivalentes. Parce que, bon, par exemple, la solidarité républicaine entre les États-Unis et la Colombie, évidemment, elle est forte parce que ce sont des républiques qui se reconnaissent comme telles et les États-Unis sont les premiers États à reconnaître, les États, hispano-américains indépendants en 1822. Mais il y a quand même un certain nombre de considérations qu'on dirait aujourd'hui racistes, qui font que les Nord-américains pensent que les hispano-américains sont incapables de se gouverner eux-mêmes et il y a beaucoup de voilà, de difficultés. De même, le soutien de la Grande-Bretagne, qui n'intervient pas dans les Caraïbes, qui est neutre dans les Caraïbes, mais qui intervient en Espagne, contre la France à ce moment-là et qui sert des intérêts bien compris. Donc dans les solidarités, évidemment, vous avez tout un arrière-monde qui est moins glorieux et qui, pousse un certain nombre d'États à montrer des formes de solidarité
Alors, est-ce de la solidarité? C'est une autre question. Pour des raisons des intérêts bien compris. Plus intéressant sans doute, c'est une mobilisation très forte de volontaires internationaux, qui prétendent lutter pour la liberté de l'autre côté, de l'océan, alors que ça n'est plus possible dans l'Europe du Congrès de Vienne. Mais dont certains évidemment ont des motivations diverses et notamment, cherchent premièrement à fuir des régimes, dits despotiques de la Restauration, cherchent aussi à gagner leur vie tout simplement, mais mêlent, tout cela, bien souvent avec un certain nombre de revendications de valeurs extrêmement fortes. Et puis vous avez la question d'une opinion publique, transnationale qui, autour des figures des hommes illustres beaucoup. C'est la célébrité, le Bolivar devient une sorte d'icône qui est importante. Et puis, un autre exemple, je passe sur 1848, je suis désolé, je n'accomplirai pas, mais je cite ici une thèse d'un doctorant qui a travaillé sous ma direction, qui a soutenu en 2020, Mathias Sánchez Barberán, qui a étudié, tout le mécanisme de solidarité qui se déclenche au Chili, au Pérou et en Bolivie à l'occasion de nouvelles agressions impérialistes, notamment l'intervention française au Mexique en 1862 et un certain nombre de croisières de l'Espagne au Pérou, et au Chili, qu'ils reprennent les îles Chincha où il y a du guano, pendant cette période. Et vous avez là, la construction d'un mouvement qui est transnational, qui a une dimension internationale parce que les États jouent un rôle important. Le Pérou et le Chili vont déclarer la guerre à l'Espagne notamment, mais où il est aussi national et même transcité. C'est-à-dire que la mobilisation qui se fait sous la forme de la constitution d'associations républicaines, de sociétés républicaines ou de sociétés américaines avec cette idée que l'Amérique, c'est la République face à l'Europe qui serait la monarchie et le despotisme. Elle se fait au niveau des villes qui sont très importantes et des villes qui communiquent entre elles par des comités qui se situent. Et vous voyez, par exemple, des souscriptions à Santiago, Valparaíso, Serena au niveau du Chili, mais elle dialogue avec des villes boliviennes et des villes péruviennes dans un mouvement justement pour collecter de l'argent, pour envoyer des armes, pour envoyer de l'argent, pour évidemment faire pression sur les gouvernements. Et là, véritablement, vous avez dans la presse, dans les journaux, le développement d'une opinion publique transnationale qui s'appuie parfois sur de grands intellectuels européens, comme Edgar Quinet, par exemple, en France. Voilà, et je conclus. Alors, je suis désolé, j'ai dépassé mon temps. Peut-être, très rapidement, sans répéter ce que j'ai dit, la question, voilà, que je pourrais poser comme ouverture à cet exposé, c'est comment, penser la solidarité et les révolutions en dehors du monde occidental où évidemment ce sont des concepts, qui fonctionnent très bien et qui sont liés, notamment à l'idée de sécularisation, d'individualisation et de rationalisation. Mais, concept de révolution qui fonctionne très mal évidemment quand on sort des limites, de l'Occident, en tout cas des empires, occidentaux. Et à quelles conditions peut-on penser les révolutions et la solidarité hors de cet espace-là? Sachant évidemment que j'estime qu'il est absolument nécessaire et très important d'étudier cet aspect. Dans le cadre latino-américain, on peut se poser la question, voilà, de l'insertion des sociétés amérindiennes qui subsistent dans ces champs, de solidarité transnationale. Et ça marche relativement bien parce que, malgré tout, il y a quelques exemples qui montrent justement l'investissement, d'un certain nombre de groupes, amérindiens, libres de couleur, affranchis, qui identifient leur parcours personnel ou les discriminations dont ils font l'objet à un combat plus large, qui serait celui du combat contre des empires despotiques qui étaient à cette époque, dans les années 1860, pardon, la France et l'Espagne. Merci et alors je suis désolé d'avoir trop parlé. Alors je Vous m'entendez pas? C'est bon? Merci infiniment. C'était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et je ne résiste pas à la tentation d'utiliser ma position pour commencer à poser quelques questions.
Tout d'abord, tout bêtement, au niveau conceptuel, est-ce que les acteurs sociaux utilisent le terme de solidarité ou est-ce que c'est une reconstruction a posteriori? Ensuite, autre question que je me posais, c'est ce qui, en gros, dans une définition très générale, distingue la solidarité d'autres types d'aide, de compassion, de souci pour autrui, c'est qu'on attend la réciprocité. Moi, je viens vous aider, mais il est bien clair que si vous étiez dans ma position, enfin, vous viendriez aussi m'aider. Et est-ce que les acteurs sociaux, là, de nouveau, avaient cette idée-là, ou est-ce que vous avez appelé ça la solidarité voilà, je ne retrouve plus évidemment, sinon c'est pas drôle. Solidarité ambivalente, c'est-à-dire que malgré tout, quand on vient aider, puisqu'il y a deux types de solidarité apparemment, d'après ce que j'ai compris dans les révolutions, une solidarité en termes de contenu de la révolution, de message révolutionnaire, et d'autre part une solidarité pour faire advenir cette révolution. Or, est-ce que dans ce processus pour faire advenir la révolution, est-ce qu'il n'y a pas cette idée qu'il y a quand même une centralité? Vous avez dit que vous avez refusé, alors je me sentais évidemment totalement visée, hein, vous avez refusé les réformes, vous aviez bien raison. Mais est-ce que cette centralité qu'on a tendance quand même à mettre précisément au milieu de notre réflexion, est-ce qu'elle ne vient pas également des acteurs sociaux qui pensent, qui, quand ils apportent la solidarité pour faire advenir la révolution, le font en se disant qu'ils sont absolument incontournables et qu'ils sont effectivement le centre de cette révolution. Et après, je me tais, promis. Non, non, mais merci beaucoup pour ces questions qui sont très, très passionnantes et très épineuses. Alors, la solidarité, je n'ai pas fait une étude en fait très exhaustive, mais c'est un mot que j'ai très peu rencontré. J'ai l'impression que, et notamment dans l'ouvrage de Mathias Sanchez, que j'ai consulté, le terme est employé par les chercheurs, les historiens, ou les historiennes qui en rendent compte, mais pas vraiment beaucoup par les acteurs. Heu et en tout cas pour la période du début du 19e siècle, c'est pas forcément, le terme qui est utilisé. Donc c'est d'autres formes, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une très, très forte réflexivité autour de cette question par les acteurs eux-mêmes. Heu, oui, c'est le terme d'alliance, mais c'est une bonne question. Donc il faut que je réfléchisse là, il faut que je fasse un travail, de sémantique, et historique un peu plus sérieux. Sur la question de la centralité, elle est vraiment extrêmement intéressante, et importante aussi parce que disons qu'il y a il y a il y a il y a il y a 2 sentiments, je dirais, qui, coexistent chez beaucoup d'acteurs. Le premier, qui consiste à avoir une vision, notamment les Européens qui vont aux Amériques, bah, qui sont quand même le centre du monde, la partie active. Et c'est un sentiment qui est partagé par, ce qu'on appelait à l'époque coloniale les Espagnols ou les Portugais du Brésil. Eux, ils sont de la partie active et c'est dit vraiment comme ça. C'est-à-dire, il y a des populations stationnaires, puis des populations plus actives. Le devoir des populations plus actives, c'est justement d'entraîner les populations stationnaires vers le progrès et la civilisation. Ça, c'est bien connu, mais il y a aussi, je dirais un certain scepticisme, notamment, chez les nombreux volontaires qui vont être recrutés dans les armées de Bolivar, dont certains ont joué des rôles assez importants dans les armées, napoléoniennes ou révolutionnaires. Consiste à dire on a commis beaucoup d'erreurs, chez nous et donc il faut essayer de ne pas les reproduire. C'est pas forcément un modèle révolutionnaire. L'idée qu'on pourra faire mieux après, en essayant d'éviter, à la lumière d'une expérience qui a été acquise et on pourra faire mieux après, sur d'autres théâtres d'opération, sachant qu'ils sont très peu nationalistes, enfin ils sont très cosmopolites. L'idée c'est, de répandre la liberté, dans le monde, en tout cas dans l'espace atlantique, avec cette idée qu'il y a des, lieux d'engagement, où justement il faut améliorer, l'expérience, on va dire révolutionnaire, constitutionnelle, la citoyenneté.
Donc, il y a pas un sentiment de on détient la vérité et on va vous l'expliquer. D'autant plus qu'ils sont mal accueillis hein, quand ils disent ça. Parce que les latino-américains, ils ont leur idée aussi de ce que c'est que la liberté et l'indépendance. Et donc, ils sont pas forcément très convaincus par les milliers, les centaines de milliers de morts, notamment, qu'on produit par les révolutions européennes, et notamment par la Révolution française. Beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, super. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressante. Donc, moi, je pense... Alors, j'aurais peut-être deux questions pour vous. Alors, une, c'est un peu simple, disons, mais je crois que c'est pour mettre au clair, disons, euh, une chose, disons, je pense, importante pour les révolutions. Donc, c'est la première, c'est qui déclenche donc ces révolutions-là? Donc, est-ce qu'on voit, donc, s'agit-il d'un individu ou d'un groupe social spécifique ou des élites ou même un État ou un organe, une organe de l'État, donc, ou même aussi plusieurs sections sociales qui, disons, collaborent. Donc, l'idée, c'est si on peut voir un acteur récurrent dans ces révolutions de 1848 ou s'il y a, disons, une diversité de, en guillemets, déclencheurs. Voilà. Et l'autre question, c'est un peu plus lié avec la question de la solidarité. Donc, dans le livre que vous avez co-dirigé avec les autres deux historiens, donc Les Mondes de 1848, euh, vous avez mentionné, par exemple, l'existence d'une mobilisation, disons, populaire de solidarité à distance et face aux révolutions européennes, donc au sein des milieux lettrés aisés, aussi des classes populaires. Donc il y avait par exemple l'exemple des Français qui, euh, pendant une manifestation à Paris, dans la rue, alors il a cette, disons, on criait par exemple Vive les Polonais, vive la Révolution, etc. Où il y avait aussi, par exemple, l'exemple des Viennois qui empêchaient le départ de l'armée autrichienne pour aller, disons, comment dire, maîtriser la révolte des Hongrois. Et donc, la question, c'est si on peut voir des phénomènes similaires dans d'autres continents, donc dans un continent qui est dans un continent, voilà, ou même, disons, dans plusieurs continents, donc dans une échelle mondiale. Et donc, est-ce qu'on peut dire aussi donc si la solidarité a joué donc un rôle dans la concomitance et le développement des révolutions? Donc, si on voit par exemple les mouvements de soutien pour autrui, la création d'organisations internationales à vocation universelle, est-ce qu'on voit aussi des échanges solidaires entre ces révolutions, donc entre les acteurs, des messages, des lettres, etc. Donc voilà, ce sont les deux questions. Merci. Alors, la première question sur les causes des révolutions, ça c'est c'est un peu difficile. Et c'est une très bonne question, évidemment, mais euh, euh, les révolutions de 48, leur particularité, si on les place, je dirais, dans une réflexion beaucoup plus large sur des vagues révolutionnaires, alors ce serait la deuxième vague, celle de 48. Euh, Par exemple, celle de l'âge des révolutions, la première, vous avez des causes qui sont très diverses, qui déclenchent la Révolution américaine, la Révolution française, les révolutions ibéro-américaines, Saint-Domingue. Elles sont très diverses, les raisons, évidemment, même s'il peut y avoir des connexions. C'est pour payer la dette de l'engagement des Français dans la Révolution américaine que les États généraux sont réunis en juin 1789, donc vous avez quand même des connexions. Mais elles produisent, on va dire, des formes comparables. Le régime constitutionnel, la citoyenneté, les droits de l'homme en partie, ou des déclarations de droits. Donc là, il y a un principe, disons, qui permet justement de les réunir dans leur aboutissement. Pour les révolutions de 48, bah, les enjeux sont très différents, les causes sont assez différentes les unes des autres, et puis
les conséquences sont aussi différentes, même si c'est plutôt vu comme un échec, 1848. Pour le monde européen, donc je ne peux pas vraiment vous répondre, évidemment. Enfin, après, il y a les historiographies nationales, vous avez des alliances, notamment de classe, dans le cas de la Révolution de 48, entre les artisans ouvriers, la petite bourgeoisie qui participent, les barricades, un certain nombre d'intellectuels qui peuvent expliquer cela. Pour vous répondre, voilà, sur la question des causalités, sur un sujet que j'ai vraiment travaillé, donc avec une réponse qui sera moins générale et un peu plus sûre, un peu plus solide. Euh, sur la question, par exemple, de l'indépendance de l'Amérique latine, la cause, c'est un événement militaire inattendu qui est l'invasion de la péninsule ibérique par les armées françaises. Donc voilà, c'est ça la cause immédiate, on va dire. C'est la cause immédiate. Vous avez un vide du pouvoir. Le roi Ferdinand VII est fait prisonnier. On l'envoie dans le centre de la France. Et à partir de ce vide du pouvoir, vous avez un processus extrêmement complexe. Ça prendrait des heures de le déplier, qui aboutit à ces indépendances. Mais ce qui va mener à la proclamation de République est certainement lié à ces circulations antérieures avec d'autres modèles républicains ou d'autres références républicaines comme les États-Unis, même en partie la République haïtienne, la République française aussi avec toutes ses limites, qui va faire qu'un certain nombre d'espaces qui ont été en contact beaucoup plus proche et beaucoup plus, même la République batave, vont adopter le modèle républicain ou la forme républicaine de gouvernement dans ce contexte-là. Donc la cause, c'est pas pour les Latino-Américains de vouloir construire une république, ils finissent par la construire. C'est une autre cause, mais vous avez tout un flux ou un processus révolutionnaire un peu inattendu, un peu chaotique, où le jeu des connexions va jouer. Euh, et donc, voilà, et à partir de là se créent aussi des solidarités. C'est-à-dire dans l'adoption forcément du régime républicain, vous avez des solidarités qui sont liées au républicanisme, qui sont des solidarités extrêmement fortes et qui vont parcourir tout le siècle, tout le 19e siècle. Les mobilisations populaires à distance, vous en avez beaucoup, oui, dans l'ouvrage, notamment, par exemple, avec des phénomènes de traduction. Un des cas les plus spectaculaires, parce que justement, il y a une sorte de, c'est pas un malentendu, mais une traduction, une transformation, une recomposition. C'est le fait que vous avez un certain nombre de revendications chartistes en Australie et en Nouvelle-Zélande, de mouvements ouvriers, alors même que ce mouvement chartiste dépérit en Grande-Bretagne, et qui fait référence aux révolutions de 48 et notamment à ce qui se passe en France et à Paris autour des démocrates socialistes. Donc il y a une sorte de rapport d'identification qui se crée, qui fait que le chartisme, et c'est lié à des migrations de travail venues de Grande-Bretagne, connaît un regain important à distance, alors même que dans la centralité, il dépérit. Vous avez, c'est assez bien connu dans l'ensemble de l'Amérique latine et plus particulièrement au Chili et en Colombie, un petit peu au Pérou, la création de sociétés démocratiques, d'artisans notamment, qui vont essayer de peser sur la politique du gouvernement dans un sens d'une ouverture démocratique, une plus grande participation citoyenne, et qui va aboutir parfois à des révolutions. Alors on hésite à les appeler des révolutions, en tout cas des changements de gouvernement pour mettre en place des gouvernements plus sympathiques à leur cause. Le Golpe de Melo en 1854 à Bogota, par exemple, c'est un exemple. Donc vous avez des mobilisations populaires à distance. Dans le cas des révolutions de 48, vous avez un autre exemple qui sont, par exemple, les légions italiennes qui se trouvent à Montevideo. Là, c'est toute la question du volontariat, et je reviendrai là-dessus.
qui combattent, bon, ils ont combattu pour le Rio Grande do Sul, ils combattent pour la République rouge de Montevideo, et quand ils entendent parler, Garibaldi et compagnie entendent parler de ce qui se passe en 48 en Europe, ils prennent le bateau et ils vont jusqu'à Rome pour aller combattre à Rome. Et ça pose la question finalement, on va dire, de tout ce qui prépare ces mécanismes de solidarité, c'est-à-dire l'inscription dans une chronologie plus longue. On ne devient pas solidaire du jour au lendemain parce qu'on est ému par une cause, voilà, c'est qu'il y a une préparation. Et dans la chronologie, moi, qui m'intéresse, qui va de 1790 jusqu'à 1860, on va dire, c'est évident que il y a des âges des révolutions qui se répondent. Le premier âge des révolutions, il répond à l'âge des révolutions de 48. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui créent les conditions, justement, des identifications qui vont euh, activer les mécanismes de solidarité. Voilà, avec toute une chronologie un petit peu complexe, évidemment, mais c'est évident. Et des parcours, justement, transatlantiques qui peuvent être tout à fait impressionnants. Et notamment les Italiens, voilà, qui peuvent s'engager dans les révolutions du premier âge des révolutions, trouver exil en Amérique et revenir dans les années 1848, après, à l'occasion de 48, pour combattre, et puis jusqu'aux années 1860. Et vous avez également, ça c'est un thème qui a été un petit peu étudié dans l'armée des Vosges, pendant la guerre de 1870 franco-prussienne, un certain nombre justement d'Italiens, bah, toujours Garibaldi, mais vous avez des Uruguayens, vous avez des Brésiliens, vous avez des qui vont s'engager dans ce bataillon, dans cette armée des Vosges, pour lutter du côté de la France qui identifiait à ce moment-là la République, parce que c'est la fin de la guerre, contre la Prusse. Merci. Merci infiniment, Clément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une petite qu'on pourrait traiter rapidement pour essayer de respecter ce format très court. Je ne sais pas, en même temps? Oui, voilà. Merci pour cette passionnante intervention. C'est vrai que ça change du perspective européenne, certains éléments, mais en même temps, la question, en fait, je voulais répondre à la question d'Irène et aussi de Hussein, cette question vous avez parlé de médiateurs, donc un peu donc des acteurs, des agents, et aussi vous avez soulevé la question de synchronisation, et donc, c'est juste revenant au contexte européen, par exemple, Christophe Charles, il parlait beaucoup des intellectuels. Bon, bien sûr, on est ici dans les concepts de conception des intellectuels, peut-être pour certains pays de l'Europe centrale, on parlera plutôt d'intelligentsia, mais on voit qu'en Europe, il y a beaucoup parmi les hommes qui sont médiateurs ou qui sont agents un peu de circulation des idées, sont des poètes. Byron qui meurt en Grèce, Mickiewicz qui va en Crimée ou qui est partout. Donc, il y a beaucoup ces hommes. Donc, derrière cela, il véhicule aussi un concept, une sorte de nouvelle forme de dévouement, hein, du patriotisme, de tradition. Donc, il y a cet aspect de la liberté qui est extrêmement fort. Et surtout, oui, dans le pays peut-être plus de l'Europe centrale ou orientale, peut-être pas forcément slave du Sud, mais surtout, voilà, ancienne Hongrie, ancienne Pologne, qui est Grande Pologne, voilà, cette question de liberté. Donc, il y a ce concept de l'esclavage. Je me dis, c'est quand même ce concept, j'imagine, qu'en Europe, en Amérique du Sud, ça fonctionne aussi. Donc, il y a tout ce concept de dévouement parmi ces articles, ces poètes, ces littéraires, c'est de se sacrifier pour la cause de l'autre, pour la grande cause. Donc, l'individu vit pour la communauté et à travers la communauté. Donc, il y a ce concept de mission qui est très, très fort. Et ça change quand même aussi beaucoup par exemple, bon, il y a aussi Schiller, bon, il y a tout voilà, cette poésie, le romantisme qui influence beaucoup cette idée. Donc, dans tout cela, il y a une confrontation aussi avec l'autre concept. Vous avez parlé des vecteurs impérial, donc il y a tout un concept, n'est-ce pas, géographique du monde, du territoire, même de l'Italie. Et l'Italie, c'est un concept géographique, c'est pas un pays. Et il y a ce danger de cette idée nationale, de construire l'idée nationale de l'État. Donc, et pourtant,
ce concept est très, très fortement véhiculé par la culture, par la poésie, surtout dans ces peuples. Et j'imagine qu'en Amérique du Sud, c'est aussi, c'est pas forcément la paradigme politique, c'est vraiment la paradigme culturelle qui est dominante, en fait. L'incarnation de tout ce qui est poésie, les arts. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est confrontation, il y a, je sais pas, c'est quelque chose qui est, on parallélise. Est-ce qu'on retrouve ces idées-là? Il y a aussi question de circulation, parce que je me dis, bon, en Europe, il y a ces intellectuels, les poètes, ils voyagent beaucoup, ils se déplacent. Il y a cet élément qui est extrêmement important. Mais avec l'Amérique du Sud, ces idées, ils circulent, voilà, pas seulement à travers le voyage, j'imagine. Alors, déjà, rapidement, une première information qui est que au-delà de l'océan Atlantique, toutes les luttes nationales, notamment de l'Amérique centrale, sont considérées quasiment comme des luttes voilà, de la liberté contre le despotisme, et elles sont appropriées. Ça va de l'indépendance de la Grèce Mhm. jusqu'au mouvement de 48. Et il y a un journal au Brésil qui s'appelle le Cosut Americano. Mhm. Voilà, ce sont des symboles qui sont liés aussi à cette ère des grands hommes, à cheval souvent, et qui sont des grandes célébrités, qui sont des symboles extrêmement forts, qui circulent vraiment très, très bien. L'importance de la poésie, effectivement, dans les formes de mobilisation, notamment, ça, on le retrouve un petit peu partout, parce que notamment la poésie de circonstance, la poésie politique, qui permet justement de donner cohésion à des groupes, des associations. Vous avez plein d'exemples à New York, dans les grandes capitales de l'exil, où vous avez des célébrations internationales justement d'exilés français, allemands, polonais, hongrois, cubains, qui organisent des grandes fêtes et célébrations où il y a de la musique, où il y a de la poésie qui est déclamée, différentes langues qui sont parlées. Voilà, c'est toute la question justement de l'internationale libérale ou républicaine, qui va se retrouver aussi dans des lieux, et notamment New York, voilà, et l'un d'entre eux. euh, pour un américaniste, évidemment, ça m'intéresse particulièrement. Et puis sinon, la question de l'esclavage m'intéresse parce que vous parlez des intellectuels, et effectivement, ce sont des truchements ou des symboles de la solidarité, ou des outils, des opérateurs des solidarités internationales qui sont extrêmement importants. Vous avez aussi des processus qui sont un peu plus discrets et plus difficiles à suivre. Euh, L'esclavage, pour les latino-américains, c'est l'esclavage vis-à-vis du Portugal et de l'Espagne, mais leurs propres esclaves sont pas pressés de les libérer, hein. Donc, mais il y a une petite dissonance cognitive qui apparaît malgré tout dans le débat, parce que si on devient libre de la métropole, eh ben, il va falloir penser justement à libérer nos populations. Donc le débat s'installe, mais évidemment, le Brésil, euh, l'abolition, c'est 1888. Mais je dirais, vous avez des circulations à bas bruit, et moi je me suis intéressé par exemple aux circulations de prisonniers de Saint-Domingue. Ils étaient soulevés, c'est la première grande révolte d'esclaves qui a permis justement d'abolir l'esclavage en 1793 à Saint-Domingue. Et vous avez un certain nombre de prisonniers de ces événements qui vont être envoyés un peu partout dans l'ère caribéenne, et qui vont justement parler de ce qui s'est passé et déclencher des mécanismes de solidarité un peu micro, justement, en disant on peut abolir l'esclavage. Quand il parle à des libres de couleur, comme il parle à des esclaves dans des espaces un petit peu éloignés. Et ça inquiète beaucoup les autorités. Alors, est-ce que ça fait partie de l'agenda de recherche des solidarités? Je pense que c'est vraiment intéressant, mais évidemment, c'est moins spectaculaire, et puis c'est pas dans l'espace public. Et vous avez quand même des solidarités transnationales abolitionnistes par le bas, qui sont liées à ce que les Espagnols appellent les negros franceses, les Noirs français, qui sont opératoires, qui sont importantes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Clément.
Merci à tous et à toutes, au public donc. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le 8 mars. Merci encore infiniment. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.